Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour la grande messe de l'actualité. L'équipe est en place pour une nouvelle aventure de l'autre journal. Nous sommes avec Ferdinand Haïté, c'est lui le patron du journal Alternative, et Isidore Kouonou, il est le rédacteur en chef. C'est ensemble avec eux que nous allons évoquer les grands sujets qui ont fait la une de l'actualité ces derniers jours, surtout avec cette histoire de permis de conduire pour les motocyclistes. Une mesure qui fâche. Mais la question reste de savoir si c'est la bonne formule pour limiter les accidents sur nos routes. Nous poserons la question à nos invités ici présents. 19 août 2017, 19 août 2019, il y a 2 ans, un homme nommé Tipi Achadam, une autopsie du grand soulèvement enclenché par l'opposition qui mobilisait la rue pour exiger l'alternance démocratique et le départ de Fornia Singbe. 2 ans après, que reste-t-il du 19 août 2017 et quelles leçons tirer de ce mouvement? L'autre journal, nous y sommes et c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous. Isidore, bonjour. Bonjour Claver, bonjour aux internautes. Ferdi, merci d'être là. Bonjour Claver. Oui, on ne s'y attendait pas, Isidore, on ne s'y attendait pas du côté du pouvoir. On le prenait pour un plaisantin, mais le 19 août 2017, Tipi Achadam et son parti, le PNP, le Parti panafricain, le Parti national panafricain ont réalisé l'exploit. Et c'était le début des vagues de manifestations, plusieurs fois réprimées dans le sang par les forces de l'ordre. Quel regard jetez-vous sur le parcours de ces 2 dernières années? Oui, merci Claver. Aujourd'hui, le 19 août 2019, ça fait 2 ans. Les Togolais se rappellent ce grand soulèvement de 2017. Je crois que ça avait été un travail de fourmi qui avait abattu ce parti depuis sa création, qui mobilisait, qui faisait du porte-à-porte. Et puis, le 19 août 2017, voilà, ça a éclaté au grand jour. Je pense que ce jour-là, c'est presque une inspiration qui a été faite au Togo, puisque pour la première fois, on a un parti qui a pu mobiliser des gens ici à la capitale, Lomé, et dans les grandes villes du pays, et même dans la diaspora. Les Togolais de l'extérieur sont mobilisés pour dire, pour des revendications. D'abord, le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, et puis le départ pur et simple de Fornia Singbe du pouvoir. Je pense que ce parti, ou bien cet homme, a le mérite d'avoir soulevé tout un peuple contre ce pouvoir, ce que certains avaient du mal à faire avant son arrivée sur le chiquier politique. Tout ce mérite-là, on le verra aujourd'hui, du 19 août, on se rappelle ce grand jour. Ce que nous demandons aujourd'hui, est-ce que la formule, bien la mayonnaise, a effectivement pris? Oui, nous reviendrons sur le bilan de ces 2 dernières années. Et Ferdinand, si on prend l'histoire politique du Togo, il y a des mouvements des années 90, il y a des mouvements de 2005 qui ont conduit à l'accord politique global, il y a en 2010, et puis il y a la manifestation inédite de 12 juin 2012 lancée par le collectif Sauvons le Togo. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose au regard de ces faits, de ces soulèvements qui ont meublé l'histoire politique du Togo, on se demande qu'est-ce qui fait la particularité du grand mouvement lancé le 19 août 2017. Je pense que cette tentative d'insurrection, si on peut la dénommer ainsi, rentre dans la droite ligne de tous les mouvements que vous avez cités tout à l'heure. C'est que ça a été le travail d'un seul parti politique qui a essayé de faire, on vient de le dire, un travail de passion, qui sensibilisait les gens. Et puis, à un moment donné, c'est utile de déclencher le mouvement. Et donc, le mouvement a été surpris, la citadelle a été plus ou moins ébranlée, même si elle n'a pas cédé, mais c'est un mouvement qu'on n'a pas vu venir, qui a énormément secoué le régime. Il y avait une certaine peur, une peur panique au sein du régime. Les gens ne commencent pas à faire leurs valises, les gens ne commencent pas à sortir leurs enfants du pays. Et donc, c'est cette particularité-là qu'il faut saluer. Maintenant, il faut savoir que
déjà, les Togolais, il y avait des aspirations, la misère, les injustices. C'est sur tout ça que les gens ont surfé. Et puis, il y a le fait que les gens ne croient plus trop au règlement par les urnes de la question togolaise, parce que le système électoral est totalement verrouillé par le pouvoir et les élections sont généralement frauduleuses. Et donc, les gens, à un moment donné, se sont dit, si nous mobilisons la rue pour aller à l'assaut de la citadelle, c'est tellement qu'elle va tomber ou bien que les murs vont bouger. Et c'est ce que le PNP a fait le 19 août il y a 2 ans, en faisant des manifestations simultanées dans plusieurs pays. Et c'est ça qu'il faut saluer en réalité. Et c'est ça qui est rentré dans la droite ligne de tous les mouvements que nous avons connus, qui se passent de façon séquentielle au Togo, 90 et tout ce que vous avez cité par la suite. Et en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que les objectifs sont atteints? Que reste-t-il de ce mouvement, de ce soulèvement? Est-ce que les objectifs sont atteints? Bon, on ne le dira pas, mais aujourd'hui, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, ce soulèvement a eu le mérite de créer des séquelles au sein du régime en place. Qui est toujours là. Oui, le régime est toujours là avec la peur au ventre, parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se fait, toutes les dispositions qui sont prises, tous les garde-fous que le régime essaie de mettre en place, on voit qu'il y a... Permettez-moi de vous couper la parole. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que le pouvoir a repris la main? Repris la main avec la peur au ventre, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on sent une certaine fébrilité au niveau du pouvoir. Aujourd'hui, le système veut sécuriser son assise, veut sécuriser son pouvoir. C'est pourquoi il y a ces dispositions qui se prennent ici et là avec le vote de la loi la dernière fois, la loi sur les manifestations, qu'on a plutôt corsé la dernière fois avec un recul de liberté publique. Tout ça là, ça montre que le 19 août a laissé des séquelles sur ce système qu'on a aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de bilan. Le bilan que nous pouvons faire aujourd'hui, ce sont les morts, les blessés et les déplacés que nous déplorons. Parce qu'il y a eu énormément de morts, il y a eu des blessés, des gens traînent aujourd'hui encore des séquelles, ceux qui ont des membres amputés, ceux qui souffrent encore dans le corps, dans l'arme aujourd'hui, voilà les bilans. Mais en termes de résultats que le peuple togolais veut, l'aspiration du peuple même, à savoir obtenir le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, et le départ de Fonia Sibo, tout ça là, on n'a pas eu véritablement ces résultats aujourd'hui. Vous voyez, avec le 19 août, on a créé une coalition qui, à un moment donné, a montré la solidarité, mais cette solidarité-là a été de façade. On a conduit comment cette coalition s'est effritée par la suite. Aujourd'hui, en termes de bilan, on ne parlerait pas de bilan, mais la lutte continue. Et Ferdinand, qu'est-ce qui a changé sur l'échiquier politique togolais, surtout au niveau de la classe politique de l'opposition? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, il faut savoir qu'avec le 19 août, beaucoup doit couler sous le pont. Et quand on analyse froidement ce qui s'est passé le 19 août, tout à l'heure on vient de saluer tout ce qui a été fait, il faut relever quand même que le mouvement portait lui-même ses propres faiblesses. Et l'une des faiblesses, c'est que les porteurs du mouvement ou les initiateurs du mouvement n'ont pas prévu de plan A, plan B, plan C. C'est la raison pour laquelle, dès que la répression s'est abattue sur eux, leur leader a été obligé d'appeler d'autres leaders au secours en disant, bon écoutez, il a tendu la main aux autres, parce que là, on sentait qu'il n'y avait pas véritablement un plan de repli ou bien un plan B. Et donc, peut-être que les initiateurs du 19 août ont sous-estimé la capacité du régime à réagir par rapport à la mobilisation qu'ils ont eu à constituer. Donc, ça, c'est l'un des éléments de faiblesse du mouvement. De deux, on sent aussi que le mouvement n'a pas été vraiment planifié, structuré, avec à sa tête un certain nombre de meneurs qui peuvent prendre la relève ou bien qui peuvent s'organiser de manière à ce que, même en face d'une machine de répression du régime,
ils puissent vraiment résister. On a vu que dans les premières heures, on a procédé à l'arrestation de plusieurs responsables de ce parti-là. Et le leader avait commencé déjà par avoir peur pour sa vie et tout le reste. Maintenant, à la suite de tout ça, on a vu une coalition qui s'est formée pour essayer de reprendre les revendications parce que l'initiateur du 19 août lui-même a appelé les autres au secours. Donc une coalition s'est formée avec beaucoup de difficultés parce que les gens ont traîné. Ça a permis aussi au régime de prendre les meneurs, d'arrêter les meneurs. Et la coalition s'est formée, a été dénommée la C14, et peut-être on en reviendra tout à l'heure. Elle a pris le devant de la lutte, c'était devenu donc une lutte commune, qui n'était plus une affaire d'un parti politique, mais très vite, comme on sait bien le faire au Togo, les vieux démons, les calculs politiciens ont repris le dessus, et comme on le dit souvent dans une sagesse chinoise, généralement, on fait croire aux gens que l'union fait la force. En réalité, l'union ne fait la force que si vous visez le même objectif. Et donc, lorsque vous mettez plusieurs partis politiques dans le même panier et qu'il y a des gens là-dedans qui ne visent pas le même objectif que vous, ils vont travailler à vous tirer vers le bas. Et on a vu qu'au niveau de la C14, les choses sont allées dans tous les sens et le pouvoir a profité avec le dialogue qu'on a instauré et avec l'intervention de la CEDEAO, on en parlera tout à l'heure, a profité pour reprendre du terrain petit à petit jusqu'à ce que aujourd'hui le pouvoir ait repris du poil de la bête. Mais n'empêche quand même que le 19 août vient rappeler au pouvoir que tout peut arriver et qu'il n'y a aucune situation politique permanente où en politique rien n'est acquis définitivement. On est peut-être dans l'illusion qu'avec une armée, avec les forces de l'ordre, avec de l'argent, avec la corruption, on tient le pays. Mais à un moment donné, quand le peuple décide de réagir ou d'agir, le peuple peut surprendre. Donc, le mouvement du 19 août 2017 s'inscrit dans la même logique que ce qu'on a connu avec le CST je peux, sans être trop sévère, dire que ça a été un coup d'éclat, mais ça n'a pas véritablement, ça ne nous a pas véritablement permis d'avancer sur le terrain de la conquête des libertés. Au contraire, si on fait le bilan aujourd'hui, comme Isidore vient de le faire, sur les questions d'espace de liberté et tout, on a perdu. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. On a perdu, le peuple a perdu, peut-être pour se réorganiser et retourner à l'assaut, mais il y a beaucoup de terrains que les forces démocratiques ont perdu dans cette histoire-là, avec les législatives que vous avez connues, les modifications de la Constitution que vous avez connues. Tout ça, il y a une part de responsabilité de l'ensemble de la classe politique de l'opposition, des partenaires de la CEDEAO, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure là-dessus. Et évidemment, on pourrait dire qu'en 2017, l'histoire s'est répétée encore pour le Togo, comme de par le passé. Oui. Peut-être que demain, d'autres mouvements auront lieu. Et puis on dira, bon, c'est quand même une étape pour ça a changé les choses, etc. Au Togo, nous sommes dans un éternel recommencement depuis le déclenchement du processus démocratique le 5 octobre 1990. On a connu de grands mouvements après 90, ces mouvements qui soulèvent le peuple togolais, et à un moment donné, ce soulèvement s'estompe en même temps. Et on reprend encore. On attend, on remobilise le peuple, et un autre soulèvement vient, et puis après, on n'en parle plus. Vous voyez, à qui la faute? Vous voulez dire à qui la faute? Bon, en tout cas, le peuple togolais, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, le peuple togolais est déjà prêt pour le soulèvement ou bien pour l'alternance. Mais les meneurs, ceux qui conduisent ces mouvements, ceux qui conduisent la lutte, ils ont encore des chemins à parcourir. Je veux parler de nos leaders politiques et autres là. C'est pourquoi
nous saluons aujourd'hui toutes ces initiatives que prend le pouvoir en corsant ou bien en rétrécissant les espaces de liberté. Parce qu'il arrivera un moment, ce n'est plus un leader politique ou bien quelqu'un qui dira au peuple togolais « sortez parce que vos droits, vos libertés sont en train d'être pris, d'être rétrécis ». Donc, ce sera le peuple même qui se soulèvera de lui-même. Donc, lorsque vous chassez un mouton et qui a arrivé un moment, le mouton rencontre un mur devant qui ne peut pas passer, le mouton se retourne contre vous. Donc nous arrivons dans cette logique-là. Donc, quant au pouvoir, le pouvoir peut continuer par prendre ces dispositions, ces mesures-là à l'encontre du peuple. Nous, on ne peut que saluer cela. Bon, quand nous revenons au 19 août de 2017, avec ces soulèvements et autres, là, nous l'avons déjà dit, nous ne sentons pas aujourd'hui un résultat que nous pouvons prendre en main pour dire que vraiment c'est ce que nous avons obtenu. Ce que nous avons, c'est ce que le pouvoir est en train de faire. Nous avons dit, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un rendez-vous manqué encore? Oui, c'est une étape de notre histoire et qui n'a pas été concrétisée comme d'autres avant. Et c'est ça qu'il faut déplorer parce qu'il y a des gens qui ont été sacrifiés, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des gens qui sont partis en exil. Je pense que certains meneurs de ce mouvement du 19 août aujourd'hui ne sont même plus au Togo, c'est sur les réseaux sociaux qui se signalent. Et tout ça à mettre à l'actif, à mettre dans le bilan tout ce qui s'est passé autour. C'est d'ailleurs pourquoi au départ, ici, dans ce studio et au niveau de l'alternative, on avait bien prévenu la classe politique qu'il fallait faire très attention avec cette histoire de dialogue, parce qu'au fond, lorsque il y a des mouvements dans un pays, il y a une situation explosive dans un pays et que des gens courent vers vous pour vous dire il faut s'asseoir pour dialoguer, il faut savoir que c'est pour permettre à l'adversaire qui a ébranlé de reprendre du poil de la bête. Et donc, l'opposition dans son ensemble, je vais parler des leaders, ont manqué je ne sais pas, de jugeote, je ne dirais pas de lucidité, mais ils se sont laissés aller, je ne sais pas sur la base de quelles promesses. Vous savez très bien qu'ici, nous étions les tout premiers à avoir dénoncé l'arrêt des manifestations en disant vous ne pouvez pas, sur la promesse d'aller à un dialogue, laisser vos armes à la maison et aller tout sourire dans la salle. Il fallait continuer à manifester et maintenant poser les exigences dans le dialogue. Mais il y a même des partis politiques qui nous ont pris à partie parce que nous avons eu cette position-là et ils ont reconnu eux-mêmes plus tard que c'était une erreur monumentale. Et le régime, après avoir encaissé le coup, s'est réorganisé, a remis sa machine de répression en marche, sa machine de corruption, les réseaux, et de fil en aiguille, le régime a recommencé par reprendre du terrain jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce qu'on a vu là. Et l'erreur fondamentale de la classe politique de l'opposition togolaise, moi, ça c'est mon avis personnel, tous ces leaders-là, j'ai le sentiment que ces gens-là, ils ont toujours sous-estimé M. Faure Gnassingbé, l'adversaire qui est en face. Parce que quand vous faites de la politique et que vous êtes dans une situation comme celle-là, je peux dire que vous êtes en guerre, parce que la politique, c'est une guerre sous d'autres formes. Pour prendre le pouvoir à quelqu'un, il faut connaître ses forces et il faut connaître ses faiblesses. Et c'est sur cette base-là que vous allez avancer. Et dès le départ, depuis 2005, j'ai le sentiment que la classe politique, qui est composée de vieux routiers, du moins eux-mêmes se définissent comme des gens depuis 1990, ont sous-estimé Faure Gnassingbé. Et à chaque fois que le pouvoir a été ébranlé, Faure Gnassingbé a réussi à reprendre la main. Et on a vu 2005, on a vu 2012, on a vu 2010, on a vu maintenant 2017. Et avec beaucoup de patience, il ne parle pas, mais il déploie une stratégie pour toujours reprendre la situation. Et je pense que quelqu'un qui fait 15 ans au pouvoir aujourd'hui et qui a tenu à résister à tous ces assauts-là, il faut commencer par se poser la question sur sa capacité à résister. Et quelqu'un qui a éliminé de grosses pointures dans son propre camp, rien ne s'est passé. Il faut arrêter de sous-estimer cet adversaire-là et savoir qu'en face,
il y a un dispositif assez organisé et il faut travailler avec beaucoup de rigueur pour y arriver. Malheureusement, au sein de la classe politique, on ne fait pas leur procès ici. Dès que la coalition a été formée, c'est les intérêts personnels, l'égoïsme, chacun avait son agenda, et qui a pris le dessus, on essaie de regarder qui veut prendre la place de l'autre. Et dans ce désordre-là, dans cette cacophonie-là, dans cette inorganisation-là, on n'a pas pu aboutir à quelque chose de probant. Tant bien même que les chefs d'État sont intervenus, la CEDEAO, tous ceux qui sont intervenus ici, on n'a pas véritablement eu le sentiment que l'opposition ait tiré les leçons des erreurs de 2005, parce que c'est plus récent 2005, de 2012, de 2010, et maintenant de 2017. Et peut-être que on dirait que c'est une maladie séculaire pour notre classe politique de l'opposition. Mais il y a un fait marquant quand on analyse le parcours de ces 2 dernières années. L'opposition, on a vu une opposition qui a boycotté les législatives, qui a préféré aller au local. Et ça, c'est un paradoxe. Vraiment un paradoxe. Est-ce que ça résout le problème? Il faut le dire, Ferdinand vient de le soulever tout à l'heure. La coalition C14 s'était formée dans une situation dans un environnement un peu particulier. Ça s'était formé précipitamment. On n'a pas eu des tests qui régissaient le fonctionnement de cette coalition. Tout le monde dans la coalition peut se lever et parler sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias. Un leader peut contredire un autre dans la même déclaration. Et tout ça là fait que présente des failles au régime. Et même, vous vous rappelez, les facilitateurs arrivaient à un moment, les facilitateurs ne savaient plus à qui s'adresser. Parce que quand tu prends ce leader, il va te dire quelque chose. Quand tu prends un autre, il te dira une autre chose. Alors qu'ils sont dans le même regroupement. Et ce qui ne présentait pas une image sérieuse de cette coalition-là. Nous l'avons déjà dit ici. Il faut qu'arriver à un moment, cette coalition-là puisse être restructurée. Oui. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas à ma question. Oui. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Marque une pause et on se retrouve dans 5 secondes.